Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui, pas toute seule, pour une nouvelle vidéo avec quelqu'un qui ne sera pas à l'écran puisque monsieur ne souhaite pas apparaître en image, mais vous allez l'entendre au cours de cette vidéo et nous allons procéder à un petit jeu que j'avais vu passer sur d'autres chaînes. Honnêtement, je ne saurais plus dire sur quelle chaîne, clairement. Le principe est simple, j'ai choisi une série de livres dans ma bibliothèque dont probablement monsieur en question n'a pas entendu parler, et en lui montrant uniquement la couverture et le titre, il va essayer de deviner quelles sont les histoires de ces romans. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous inventer parce que monsieur a tendance à avoir quand même une imagination assez intéressante et je pense que sur certains de ses titres, il va un peu y aller. Donc monsieur en question s'appelle Guillaume, voilà, je vous le dis comme ça, ce sera plus simple, pas l'appeler monsieur pendant toute la vidéo, je pense. L'Arche des Brumes. Monsieur l'Arche des Brumes, exactement, monsieur l'Arche des Brumes. Et puis bah on va y aller. Ouais. Alors du coup je vous montre d'abord à vous les couvertures, ensuite je lui donne à lui, et puis évidemment moi je ferai un retour sur quelle est la vraie histoire de ce roman pour pas vous laisser comme ça avec une histoire qui n'a peut-être ni queue ni tête, on verra. Et on va commencer avec un livre, je suis désolée d'avance pour les puristes, voilà, parce que ce livre a pris cher. Je crois qu'il est tombé dans l'eau à la mer, parce que ma maman le lisait après que je l'ai lu et il a pris cher, voilà. Vous voyez un peu l'état de la chose. Ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pouvoir vous montrer des titres dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, parce que voilà, j'ai choisi un petit peu au pif, et surtout des titres dont je ne lui ai jamais parlé. Et du coup, bah, comme il a vu quand même certaines de mes vidéos, c'est forcément des titres qui ne sont jamais apparus dans ces vidéos. Le premier titre, c'est L'amour dure plus qu'une vie d'Anne Bracharès, qui est l'une de mes auteurs préférées, donc je vous en parle dès que monsieur a donné un petit peu son idée. Par contre, quand tu le tournes comme ça pour regarder la couverture, tu montes le dos, donc... Mais tu l'as pas eu. Mais faut pas que tu lises. Ah mais j'ai pas lu. Tricheur. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? L'amour dure plus qu'une vie. Bah, ça parle d'amour, forcément. Ouais. De vie, donc ça doit être une histoire de vie entre deux personnes. Forcément, il a dû avoir une histoire d'amour au début. Puis ils se sont quittés ou quelque chose comme ça. Et ça me fait penser un peu à Ligne de Faille. Cette histoire d'amour va découler sur les descendants des protagonistes de départ. Et du coup, bah, ça va impacter la vie de leur descendance, tout simplement, non? Tu es arrivé à court d'idées? Ah oui. Ah, ok, t'as beaucoup donné. Honnêtement, celui-là c'est pas le plus facile parce que c'est vrai que la couverture, bah, elle évoque pas grand chose. Je suis bien d'accord avec lui quand même, c'est pas la couverture la plus parlante de l'univers. Mais sache que t'as eu de très très bonnes idées. Donc je sais pas si vous connaissez cette histoire. Anne Bracharès, c'est celle qui a écrit 4 filles et un djinn, qui est l'une de mes sagas préférées du monde entier depuis que je suis petite. Et du coup j'ai lu tous les romans d'Anne Bracharès qui sont sortis en français, voilà. C'est une auteure dont je parle pas beaucoup sur les réseaux mais que j'apprécie énormément. Et ce roman c'est l'un de mes préférés aussi de ce qu'elle a pu écrire. On suit du coup deux personnages qui s'aiment effectivement, et donc il y a vraiment une histoire d'amour, mais à travers le temps. C'est-à-dire que ce sont deux âmes qui ont vécu plusieurs vies à travers les siècles, qui au moment de revenir à la vie ne se souviennent pas des précédentes vies qu'elles ont eues, mais à chaque fois qu'elles retombent l'une sur l'autre, parce que indéniablement, elles finissent toujours par retomber l'une sur l'autre. Elles retombent systématiquement amoureuses. Ok. Et du coup, c'est vraiment cet amour à l'épreuve de la vie qui sont vraiment entre deux âmes et pas entre deux personnes. Voilà. Du coup, l'idée de la descendance, ça m'a fait un peu penser à ça. Donc t'avais quand même vachement la bonne idée là-dedans, je trouve. Cette histoire de ça durer sur le temps, quoi. Donc franchement, moi je vous le recommande vachement, il était vraiment très très cool, je l'avais lu en vacances à la mer, hein, du coup, voilà. Et franchement, j'avais passé un trop bon moment de lecture. D'une façon générale, je vous recommande vraiment beaucoup les romans d'Anne Bracharès, qui sont vraiment top, top, top. Tu m'as quand même vraiment impressionnée. C'est des bonnes idées. Bravo. Est-ce que tu penses que l'amour, ça dure plus qu'une vie, ou... Et du coup c'est de l'amour, ou c'est l'amour est conditionné par le fait que la vie soit courte et intense? On gardera pas ça en montage. Hein. Ok monsieur, pardon la philosophie. On gardera pas ça en montage? Ah bah si. Ah bah merde. Mais c'est intéressant, oui. C'est une question intéressante que l'on pourrait effectivement se poser. Vous avez 3 heures. Bon, en gros c'est le concept d'âme sœur, mais... Mais c'est ça en fait, c'est ça qui est un peu montré dans ce roman. C'est le fait que vraiment t'es deux âmes qui systématiquement vont retomber toujours l'une sur l'autre.
peu importe qui elles sont physiquement, c'est toujours elles s'aiment toujours en fait parce que c'est vraiment des âmes sœurs quoi. Alors on va passer au deuxième titre. Normalement celui-là vous le connaissez un peu plus parce que c'est une auteure quand même plutôt plébiscitée et pour le moment, alors je sais pas si c'est mon roman préféré d'elle parce que j'hésite avec un deuxième, mais en tout cas c'est un roman que j'avais absolument adoré. Et il s'agit de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Toi tu regardes pas la 4e de couverture. Donc normalement vous connaissez. Franchement c'est un roman qui m'avait énormément touchée. Donc j'espère qu'il va réussir un petit peu à sortir toutes ces petites émotions de là. Mais encore une fois ça va pas être évident. Hein. Bon courage. Alors, je pense que ça parle pas d'oiseaux. Non. Si, peut-être. Je suis pas censée te donner d'indices. Hein. Vas-y. Des petites ailes sur la couverture, sur un fond vert. Belle observation. Est-ce qu'il y a une notion d'écologie derrière? Peut-être. Marie Pavlenko, c'est non, c'est utopie, dystopie, non? Pas du tout. Je sais pas, tu m'as déjà entendu parler de Marie Pavlenko? Oui. Dans quel... C'était de la science-fiction, non? Non. Ah, mais merde alors. Une notion de... C'est comme les grandes catastrophes commencent toujours par un battement d'ailes de papillon, mais du coup, genre ces petits oiseaux qui engendrent beaucoup de choses, ou qui est la trame d'une histoire, comme Scratch dans l'âge de glace. Ok. Tu vois, genre, c'est un personnage iconique du roman, et du coup ça s'appelle comme ça, mais... Ok, et sur l'histoire en elle-même? Fais preuve d'imagination, je sens que tu peux... Un roman de vie, non? Genre, quelque chose qui se passe... Allez, un petit enfant... on sait pas vraiment où, mais genre dans une vie un peu bien rangée, et puis il se passe des trucs un peu bizarres, et il suit un oiseau, et puis voilà, et puis il rencontre un monde fantastique au détour d'un bosquet, et puis voilà quoi. Ok, il y a de l'idée. Du coup c'est... Effectivement, un petit peu, j'aime bien ton idée du battement d'ailes de papillon. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que mine de rien, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est un peu ça quand même ce roman. C'est un roman qui parle du handicap. On suit une jeune fille qui, suite à un accident de voiture, a perdu un bras. Elle a été amputée d'un bras. Et du coup, elle doit réapprendre à vivre en fait avec ça. C'est quand même une partie d'elle qui n'existe plus. Et y a tout l'aspect évidemment psychologique. Il y a le fait de plus avoir ce membre-là qui est pourtant hyper... de douleur fantôme, etc. De réapprendre à faire des gestes avec simplement un seul bras. C'est une histoire hyper belle, vraiment. Elle se refait des amis, donc ça parle aussi d'amitié, ça parle de famille, puisqu'elle était avec sa maman dans la voiture au moment de l'accident. Donc c'est vraiment tout un sentiment de culpabilité aussi. Et pour la petite anecdote, Marie Pavlenko a vécu pendant 1 mois, je crois, avec le bras dans le dos, c'est-à-dire sans utiliser son bras droit, pour écrire justement ce roman, pour se mettre à fond dans la peau du personnage. Voilà. Donc franchement, d'ailleurs je crois qu'il est dédicacé. Oui! Parce que du coup j'avais rencontré Marie Pavlenko à Montreuil 2019 maintenant, et j'avais pu parler longuement avec elle de ce roman qui est vraiment pépite de chez Pépite. Et quel est le rapport avec le petit oiseau? Aller au-delà de simplement le fait d'avoir perdu son bras, de regarder les choses de la vie d'une façon générale, tu vois, la nature. Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la terre sous elle, celui des hommes, des arbres, des animaux, ce cœur nocturne qui bat depuis le commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde immense, et son bras, peut-être, est dérisoire. Tu vois, il y a vraiment cette notion de passer outre, en fait, ce qui s'est passé et réapprendre à vivre, quoi. Et vraiment, si vous n'avez toujours pas lu, alors que ce soit Marie Pavlenko d'une façon générale ou Un si petit oiseau, foncez. Le deuxième livre que j'adore d'elle, c'est Je suis ton soleil, qui est vraiment pépite aussi. Et du coup, ça me fait penser au deuil. Tu vois, elle fait le deuil de son bras. Ah, c'est exactement ça. Et c'est une métaphore de son bras qui s'envole et qui part. Tout à fait. Voilà. Exactement. Très bien. Franchement, pas mal. Pas mal. Je trouve quand même qu'il a de bonnes idées. Alors, le troisième titre, à nouveau, je pense que c'est quand même assez connu. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur, mais je suis même pas sûre d'en avoir beaucoup parlé sur la chaîne. Donc, on va en parler pour pouvoir faire un petit peu la propagande de La couleur du mensonge de Ellen Beatty. Et là, c'est pareil. Je trouve que ça en dit un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, à nouveau, bon courage. Déjà, en termes de genre, ça te fait penser... Ça me fait penser à Twilight, mais... Ok.
Mais, Donc plutôt imaginaire. Plutôt imaginaire, la couverture, enfin dans la couverture, le doré, le noir, le blanc, le rouge là, ça me fait penser, il y a forcément avec les petites roses, il y a une histoire d'amour derrière, il y a de l'amour passionnel. Mais il y a un amour qui s'est basé sur un mensonge. Vas-y. Il y a un amour qui s'est basé sur un mensonge et du coup il y a des personnages qui vont s'enfoncer de plus en plus dans le mensonge et qui vont faire des choses complètement insensées à cause de leur mensonge et ça va finir mal, mais il y a des pétales qui tombent donc je sais pas. C'est peut-être l'histoire de ce qui se passe après une histoire d'amour, comme il y a les pétales qui tombent, tout ça. Ça veut dire que la fleur a fané et l'amour n'est plus là à cause d'un mensonge et du coup on suit les personnages sur la réflexion de après pourquoi ça n'a pas marché, etc. Ok. Voilà. Ok, intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces analyses, parce que je les trouve quand même assez intéressantes. Alors du coup, dans La couleur du mensonge, qui est effectivement un roman de fantasy, du coup, donc ça se passe dans un univers qui a été complètement inventé par l'auteur, qui s'appelle Demora. On suit une jeune fille qui s'appelle Sage, qui vit du coup dans cet univers d'Emora. Je sais même plus si c'était un royaume ou... Il me semble que c'était un royaume. Cette Sage est une jeune femme qui est en train de devenir entremetteuse. Elle est apprentie entremetteuse et l'idée c'est qu'au tout début du roman, elle va accompagner la femme qui la forme, l'entremetteuse du village, et tout un cortège de femmes jusqu'au palais ou jusqu'à la capitale. Truc comme ça, à la capitale. Jusqu'à la capitale, pour justement un espèce de banquet où elles vont se faire rencontrer les femmes de leur village et des hommes de tout le royaume, et du coup trouver les meilleures parties entre guillemets, d'où la formation d'entremetteuse. Sauf que sur leur chemin, elles vont croiser alors une troupe de gardes, je crois que c'est un petit peu ça, ou alors c'est les gardes qui accompagnent le cortège, et qu'effectivement il va y avoir une petite histoire d'amour basée sur un mensonge. Effectivement, ce roman comporte l'un des plus gros rebondissements, l'un des plus gros trucs où j'étais... Oh, c'est possible. Il y a vraiment un retournement de situation incroyable dans ce roman. Et voilà, à chaque fois maintenant quand je pense à retournement de situation, plot twist, La couleur du mensonge, vraiment. Je m'y attendais tellement pas, j'étais en mode... Ah, ok. Donc t'étais pas trop mal dans l'idée de l'amour basé sur un mensonge, tout ça. Et ce qu'il faut aussi dire de ce roman, dont tu pouvais pas le savoir, mais les personnages... Incroyable. Mais voilà, t'étais pas mal. Il y avait quand même de l'idée. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Alors, le prochain titre, je pense que je n'en ai sincèrement jamais parlé sur la chaîne. J'ai dû faire un post sur Instagram il y a longtemps du coup. Sur Booksta, je me rappelle. Mais tu te souviens pas l'histoire? Ah, j'ai pas lu la description. Ah bah d'accord, ah bah super. Non mais c'était il y a longtemps. Alors, du coup, je vais essayer de lui faire deviner un petit peu l'histoire de Reine de cendres d'Erika Johansen. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un roman que j'avais beaucoup apprécié au moment où je l'avais lu, je vous en parle juste après. C'est parti Guillaume, à toi de jouer. Alors déjà Erika Johansen, ça me fait penser à une auteure nordique, enfin scandinave plutôt. Je vais vérifier ça pendant que je suis... Non, il y a peut-être Reine de cendres. Le phénix renaît de ses cendres, donc ça parle d'une renaissance d'une reine et de la manière dont elle arrive au pouvoir après être passée par les pires embûches, la manière dont elle va renaître de ses cendres justement. Ok. Et... Donc ça se passe plutôt dans quel genre d'histoire tu passes, enfin quel genre de monde? Ça c'est du style médiéval plutôt, j'imagine. Médiéval un peu fantastique, les gens ils ont 2-3 pouvoirs sympas mais genre sans plus. J'aime bien la couverture, c'est plutôt simple comme graphisme mais c'est efficace. Il y a d'un côté le feu et puis d'autre côté la nuit, donc ça fait un peu ce clair-obscur entre d'un côté les flammes qui vont faire beaucoup de lumière et puis derrière on a toutes les cendres, tout le charbon qui vont être noirs, enfin etc. et qui rappellent, il y a le feu qui apporte la lumière, qui est la vie de l'autre côté, mais il apporte aussi la mort, du coup la destruction avec tous ces côtés noirs, etc. Et du coup c'est une reine pour arriver au pouvoir qui va devoir faire des choix plutôt compliqués. Ok. Alors, c'est aussi un premier tome de trilogie. Oui, j'ai vu ça là. Du coup. Donc c'est la trilogie du Tearling, le titre de la saga. Et encore une fois, je trouve que t'es pas si mal.
Je suis pas si mal. Franchement, je sais pas si avec ça j'arriverai à dire tout ce qu'il a dit. Bref. Du coup, Erika Johansson, elle est... Non, elle est américaine, du coup. Et oui. Donc, dans cette histoire, on suit Kelsey, qui est une jeune fille qui a grandi les premières années de sa vie dans une chaumière avec une préceptrice. Et un jour, on vient la chercher. Pourquoi vient-on la chercher? En fait, il s'avère qu'elle est la fille de la reine. Et que pour la protéger, elle a été envoyée en exil au fin fond d'une forêt pour apprendre les rudiments du pouvoir, pour apprendre les rudiments en fait, de la vie, tout simplement. Et pour revenir plus forte, le jour où il faudra qu'elle prenne le relais. Le jour de ses 19 ans, carrément. Il y a une garde qui vient la chercher, parce que justement, il va falloir qu'elle reprenne les rênes du royaume. Mais elle est au courant qu'elle doit avoir le royaume, elle prend ça du jour au lendemain en mode bonjour, en fait, t'es la fille de la reine et... Je crois qu'elle est au courant. Mais Ouais. par contre, ils arrivent, elle s'y attend pas du tout, en mode ah, je t'ai pas prête en fait à retourner gouverner, quoi, clairement. Et du coup, elle va partir avec ses gardes, évidemment, retourner au palais. Sauf que il va falloir qu'elle se fasse accepter de son peuple, puisqu'elle arrive et qu'elle n'est absolument pas connue de son peuple, elle a grandi loin, et les gens n'ont pas forcément confiance en elle. Donc il va falloir qu'elle gagne la confiance de son peuple. Il y a évidemment des ennemis de ce peuple. Effectivement, fantaisie médiévale. Là, c'était pas mal non plus, franchement. Tu lis de la fantaisie et une reine dessus avec une couronne. Bah non, mais c'est pas mal quand même. Donc il y a une chose qui est top dans ce roman, c'est que déjà les personnages sont hyper bien construits. Il y a de très très belles relations autant amicales qu'amoureuses. Et surtout, il y a une très bonne méchante, vraiment. La Reine Rouge, je crois qu'il l'appelle. Vraiment, très intéressant rien que pour ça. Et pour la petite information, il était prévu que cette saga soit adaptée par Warner Bros. Et c'était Emma Watson qui était censée jouer dans le rôle de Kelsey. Est-ce que cette série, ce film, sera adapté un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup parce que autant le premier tome est assez classique dans le genre fantasy médiévale, autant le tome 2, pour ceux qui ont lu la suite de la trilogie, je pense que vous avez été aussi étonnés que moi, vraiment. Ça part dans une dimension totalement différente et ça parle de thématiques auxquelles on ne pouvait pas du tout s'attendre avec le tome 1. Et du coup, ça a créé plein de thématiques hyper intéressantes. La fin du tome 3, je pense que c'est l'une des fins les plus controversées que je connaisse. Donc vraiment, moi, je vous encourage à la découvrir parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Et j'avais vraiment adoré cette trilogie. Alors, le prochain titre, c'est un titre que j'avais à nouveau beaucoup apprécié. Je ne fais pas découvrir des titres que j'ai pas aimés parce que je préfère vous parler de titres quand même que j'ai appréciés. Le goût amer de l'abîme de Neal Shusterman. Il me semble que je t'en ai déjà parlé, donc on va voir ce que t'as retenu de ce que je t'avais dit à son sujet. Je sais pas, quand ça date. Moi je l'ai lu il y a peut-être 2 ans maintenant. 3 ans. Je sais pas. Goût amer de l'abîme. Déjà, il y a une petite, un petit jeu de mots, amer, mer, abîme. Si, je crois que je m'en ai déjà parlé. Il me semble que je t'en ai déjà parlé. Ça Mais parle du coup, de c'est bien. dépression. Ça parle d'une descente aux enfers. De quelqu'un qui descend aux enfers, on va voir ses pensées, son genre de choses, et vraiment, on va toucher le fond, du coup. Après, je sais pas si on va le voir remonter ou pas. Mais là, sur la couverture, il y a une sorte de ligne au-dessus, et puis ça descend vers le fond. Voilà. On a un joli verniture impression sur les personnages et sur la... Ah oui, mais bon, ça, je crois... Déformation professionnelle. Encore une fois, il est vraiment pas mal du tout. Vraiment. Bon allez, je t'en avais déjà peut-être un peu parlé, donc ça t'a peut-être aidé. Alors, c'est un roman du coup par un auteur que j'apprécie beaucoup, Neal Shusterman, qui l'a coécrit avec son fils qui est schizophrène. C'est bon, j'ai... Donc t'étais dans la santé mentale d'une façon générale, donc t'étais pas mal du tout. Et effectivement, c'est vraiment l'histoire de la descente vers l'abîme au fond de la mer de son fils. Alors je te dis au fond de la mer, je te dis non, il tombe pas physiquement au fond de la mer, mais en fait dans son esprit, il a tout un univers qui tourne, il a tout un univers qui vit. Et ça, il y a une alternance en fait entre des chapitres de façon réaliste où on suit en fait ce jeune garçon à l'hôpital. Et il y a d'autres chapitres où on suit plutôt ce jeune garçon mais dans sa propre tête, dans son univers. Et son univers c'est beaucoup relié à la thématique de l'eau, de la mer. Et au fur et à mesure du récit, on sent qu'il s'enfonce progressivement dans la mer, au fond de l'océan, dans l'abîme. Parce que justement la maladie devient compliquée à gérer pour lui. Du coup c'est un roman qui est plutôt on voice puisque Neal Shusterman l'a coécrit avec son fils qui est concerné par le sujet de la schizophrénie. Et c'est un roman qui est hyper intéressant. Vous aurez peut-être du mal sur les premières
dizaine de pages. Moi j'avais un petit peu de mal à le rentrer dedans parce que du coup c'est quand même une narration un peu particulière. Mais ça vaut vraiment le coup pour la suite parce que c'est vraiment un roman qui est hyper important dans la thématique, qui est rédigé de façon très intéressante et encore une fois qui porte une voix qui est vraiment celle de quelqu'un de concerné, donc d'autant plus important. Mais en tout cas je trouve que tu t'en es encore une fois vraiment très bien sorti. Chapeau bas. C'est fort. Vraiment pas mal. Mais peut-être un petit peu triché parce que je pense que je t'en avais parlé, mais en fait je t'en ai parlé je pense parce que je fais souvent la comparaison entre ce roman et un autre roman qui est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, qui n'a strictement rien à voir avec ce roman, mais c'est de la fantasy, voilà. Mais pour moi il y a énormément de similitudes et j'ai ma propre théorie à propos de La mer sans étoiles qui est très liée à celle de ce roman. Donc voilà, peut-être pour ça que je t'en avais parlé, parce que je fais souvent le parallèle entre les deux. On va passer du coup au dernier titre. Alors là, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne pour le coup. C'est aussi une auteure assez plébiscitée. C'est pas mon préféré d'elle. Je sais que c'est le préféré de pas mal, mais moi c'est pas mon préféré. Il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan, que je vais directement lui donner parce que sinon je vais déjà trop en dire. De Sarah Crossan et traduit par Clémentine Beauvais. Bon, Clémentine Beauvais, on l'a vu à Montreuil. Ouais, on l'a vu à Montreuil. Inséparables, deux personnes, c'est d'être une histoire d'amour, je pense, ou pas forcément d'amour, d'amitié peut-être. Les deux faces qui sont en opposition, enfin, qui regardent pas dans le même sens, mais qui sont pas en face. Du coup, je pense qu'il y a une idée de... On nous dit inséparables, mais dans la couverture, il y a une histoire de séparation. Donc, ça va parler de la séparation de deux personnes dont on pensait qu'ils ne pouvaient pas se séparer, soit dont elles-mêmes pensaient qu'elles ne pouvaient pas se séparer, mais qui vont se séparer par la force des choses, par un facteur extérieur, ce genre de choses. Encore une fois, c'est atrocement bien. Mais j'espère que vous êtes une majorité à l'avoir lu quand même. C'est l'histoire de deux sœurs siamoises. Tu m'en as déjà parlé. Il y a moyen. Ouais. Donc c'est l'histoire de deux sœurs siamoises, donc c'est écrit en vers libre. Pour ceux qui savent pas, c'est écrit en vers libre. Donc c'est un roman qui parle de deux sœurs siamoises. On est dans la tête de l'une d'elles. Elle nous raconte son quotidien avec sa sœur. Les enjeux médicaux que représente le fait d'avoir une sœur siamoise, comment se faire des amis, comment vivre une vie normale quand on a une sœur siamoise, est-ce qu'on peut avoir son propre libre arbitre, est-ce qu'on peut avoir son propre cercle d'amis, comment on fait en fait pour avoir sa propre identité alors qu'on partage son corps avec quelqu'un d'autre. En fait, ça dépend les saumons, ça dépend ce qu'ils partagent. Il y a des saumons, ils partagent 3 bouts de peau et puis t'en as oui, non mais là pour le coup, en fait, elles partagent leur corps jusqu'à une certaine zone du torse, il me semble, ou jusqu'aux hanches. Mais en tout cas, elles ont au moins les mêmes jambes, ça c'est certain. Elles ont deux cerveaux bien distincts, deux coups bien distincts, deux têtes bien distinctes, mais par contre, elles partagent quand même je crois que c'est le bassin et les jambes. Elles partagent en commun. Ouais. Donc voilà. Donc il y a plein de problématiques qui sont évoquées dans ce roman, c'est vraiment très très beau, très fort et atrocement vrai par rapport à tout ce qu'il a dit forcément, puisqu'on parle aussi de toutes les problématiques médicales que ça peut engendrer. En tout cas je vous le recommande très très chaudement si vous ne l'avez pas encore découvert, parce que c'est un roman qui est très très beau et forcément touchant par la thématique qu'il aborde. Et écoute, je trouve que tu as été particulièrement bon. Voilà, je pense que je vais continuer à te mettre au défi comme ça. Maintenant c'est à moi de te mettre au défi, oui. Non Parce que du coup, monsieur aurait une idée du coup de vidéo aussi, qu'on va pouvoir faire tous les deux avec un petit peu les rôles inversés, donc ça va être le sujet d'une prochaine vidéo évidemment. Mais en tout cas, je trouve que tu t'es bien débrouillé. Ah, tu viens d'avoir une nouvelle idée. Je prends des livres au pif dans ta bibliothèque, je te bande les yeux, et je lis la 99e page du livre, et tu dois deviner de quel livre il s'agit. Ok, trop bien, excellent, on va faire ça. Écoutez, voilà, monsieur a de superbes idées de vidéos, donc on va se mettre à faire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toi, ça t'a plu de tourner cette vidéo? C'était cool. C'était cool, tant mieux. C'était la première vidéo avec Guigui. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, on a l'air parti pour en faire d'autres, même cet après-midi, donc c'est cool. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces performances d'imagination. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans ou si certains vous tentent. Peut-être après cette vidéo, en aurez-vous découvert certains et ça vous aura donné envie, évidemment. On vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!